Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au forum de la presse de Studio Kalangu, notre émission hebdomadaire que nous consacrons au décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève. Dans ce numéro, tout d'abord, nous allons parler de la hausse des prix de première nécessité constatée ces dernières semaines sur les marchés du Niger. Ensuite, nous parlerons de la plainte déposée contre X en France par les anciens travailleurs nigériens de la société Orano, ancien Areva. Ils accusent l'entreprise française qui exploite l'uranium à Arlit pour, je cite, homicide et blessures involontaires. Enfin, nous aborderons la question du braconnage dans certaines localités du Niger avec les récents cas à Ngingimi, de la région de Difa, où un éléphant a été abattu ce week-end par des braconniers. Pour décrypter ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio M. Hassan Boukar. Il est journaliste à la radio Alternative. Bonsoir. Ousseini Issa, journaliste indépendant. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et Garé Amadou, journaliste au quotidien La Nation. Bonsoir Garé. Oui, bonsoir. À la modération, je suis Nafis Adam Sifou. Bonsoir à tous et bienvenue. Au Niger, les prix de produits de première nécessité et de grande consommation connaissent une hausse sur les marchés depuis le début de l'année. Une augmentation de prix qui impacte la bourse des consommateurs, selon le secrétaire général du syndicat des consommateurs, des commerçants, autant pour moi, importateurs, exportateurs et grossistes du Niger, interrogé par le studio Kalangu. Cette flambée des prix s'expliquerait par le fait que les marchandises sont bloquées au niveau du port de Cotonou au Bénin par manque de camions. Alors je commence par vous, Hassan Boukar. Vous avez entendu les raisons avancées par le secrétaire général du syndicat des commerçants importateurs, exportateurs et grossistes du Niger, qui avance que la flambée des prix des produits de première nécessité s'explique par le fait que les marchandises soient bloquées au niveau du port de Cotonou. Alors comment vous appréciez les raisons avancées par le secrétaire général? Bon, je pense que d'une année à une autre, ce qui change, ce sont les raisons. Mais les faits restent les mêmes. Il y a donc une hausse des prix des produits sur les marchés. C'est vrai que ça se fait surtout dès que le carême, le mois de Ramadan approche. Donc, quelquefois, on a l'impression que la pénurie est créée de façon artificielle, un peu pour créer la rareté sur le marché et agir sur les prix. Les prix, effectivement. Alors, donc là, je ne sais pas très bien ce qui s'est passé à Cotonou, mais je remarque qu'il y a une tendance quand même globale dans la sous-région. Dans la plupart des pays de la sous-région, on parle justement de cette hausse des prix des un peu produits, partout. Voilà, sur les marchés. Alors, on voit aussi des gouvernements prendre des mesures. Par exemple, en Côte d'Ivoire, on a vu que le gouvernement, en début du mois de mars, a pris des mesures, parfois pour bloquer, pour plafonner les prix de certains produits de première consommation, comme le riz, comme le lait, faire en sorte que ça puisse un peu soulager les consommateurs. Alors, pour l'instant, ici, on ne l'a pas vu. Aucune décision du gouvernement pour le moment. En tout cas, pour l'instant, non. Mais j'imagine que, comme on est à la veille du Ramadan, il y aura au moins la coutume. La coutume veut que le ministère du Commerce rencontre la Chambre du Commerce. Effectivement, les commerçants rencontrent les commerçants pour alléger les tâches. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a jamais de bilan pour dire est-ce que ça a servi à quelque chose. C'est-à-dire que ça fait des années, à la veille du Ramadan, le ministre rencontre les commerçants pour leur dire, écoutez, je crois qu'il les prie pour leur dire, fils sabilillahi, il ne faut pas augmenter les prix, puisqu'il n'y a aucune coercition. Pendant la Ve République, on est même allé, je crois, sous Tanja une année où l'État a renoncé à certaines taxes et demandé en contrepartie aux commerçants de ne pas augmenter les prix. Et finalement, ils ont bénéficié à la fois de la taxe, mais aussi des prix élevés. Donc, du coup, il y aura peut-être ça, quoi. Mais sinon... Cela n'empêcherait pas le fait que vraiment ils continuent d'augmenter le prix. Voilà, pour l'instant, les prix augmentent. Et là, c'est pour la première fois, j'ai entendu justement sur vos antennes le secrétaire général des commerçants. Sinon, on ne savait pas pourquoi il y avait cette hausse. Tout le monde fait le constat qu'il y a une hausse. Et les organisations des consommateurs, en
tout cas, moi, je ne les ai pas beaucoup entendus sur ces questions-là. Effectivement, on ne les a pas beaucoup entendus, surtout qu'il y avait la journée même des consommateurs le 15 mars dernier. Voilà. Sinon, les consommateurs se sont beaucoup plaints à travers les médias. Ils ont alerté sur cette hausse. Mais il n'y avait pas de pression des organisations de consommateurs. Et puis, bon, il n'y a rien. Donc, du coup, aujourd'hui, on voit justement cette hausse. Et il y a beaucoup d'inquiétudes, étant donné qu'on est à la veille du Ramadan. C'est-à-dire que traditionnellement, même quand il n'y avait pas de bonnes raisons, en tout cas pendant le Ramadan, la demande étant plus forte, il y a toujours une hausse des prix. Donc, le risque aujourd'hui, c'est qu'il y ait davantage de hausse avec le Ramadan qui arrive. Et ce serait vraiment dommage que les pouvoirs publics ne puissent pas percevoir ce risque qu'il y a aujourd'hui, à mon avis. Alors, le risque, il est élevé, surtout à la veille du Ramadan. Et on sait que la hausse des prix n'est pas que liée à l'approche du Ramadan. On la sent depuis le début de l'année. Garé, selon vous, quelles peuvent être les autres raisons même qui expliqueraient cette flambée des prix? Mais moi, je crois que c'est une question que moi j'aimerais poser au secrétaire général du syndicat de commerçants, parce que, bon, on dit qu'il n'y a pas de camion pour transporter. Je n'ai pas compris, il faut qu'il nous explique. Mais pourquoi il n'y a pas de camion? Ils sont bloqués, ils disent, au niveau du port. Pourquoi? C'est-à-dire, il faut nous expliquer. Pour moi, c'est un peu très léger comme explication. Il faut aller au fond. Pourquoi c'est bloqué? Il faut nous expliquer, parce que, bon, c'est une situation qui dure, le mois de Ramadan approche, et les gens ne savent plus à quel sens se vouer. Bon, les associations de consommateurs, c'est vrai que elles brillent par leur silence. Heureusement, je crois que la semaine passée, ou il y a quelques jours de cela, nous, Arzika, qui avait quand même conduit en 2005 le grand mouvement de lutte contre la vie chère, a accordé une interview à une télévision où il a un peu fustigé le comportement de certains commerçants véreux, vraiment qui profitent du mois béni de Ramadan pour, en tout cas, exploser pratiquement les prix des denrées et rendre vraiment le carême, qui est normalement un mois de dévotion, un mois où même les commerçants doivent chercher à avoir des rétributions en soulageant les souffrances des consommateurs. Malheureusement, les commerçants, on a l'impression que le mois de Ramadan est mis à profit pour s'enrichir encore plus. C'est-à-dire ceux qui remettent encore notre islamité en réalité. C'est-à-dire qu'on va à la mosquée, on prie, on fait les 5 prières par jour, mais en réalité, dans le cœur, mais ce n'est pas ça. Tout ce qui nous intéresse, c'est le gain. Comment est-ce qu'on peut avoir beaucoup plus de bénéfices? Vous avez des commerçants même qui... Ce n'est pas que les produits ne sont pas là. Hein. Non, les produits sont là. On les stocke dans les magasins. On crée une pénurie. Uniquement pour que les prix puissent gonfler. Maintenant, vous allez voir. Vous allez circuler de la ville, vous n'allez pas voir les petits condiments, le citron, tout ça là. Ils les ont cachés. Dès que le mois... Vous allez voir des charrettes partout. Il faut les faire circuler. Oui. Donc, vraiment, il y a une malhonnêteté des commerçants que nous avons décrié chaque année. Mais apparemment, c'est des gens, ça ne leur fait ni chaud ni froid. Est-ce que vous comprenez? Et ils profitent du fait que, effectivement, l'État, ou je vais dire par là le ministère du Commerce, qui normalement doit avoir un système de contrôle de prix, mais qui est face à une situation, un dilemme qui est là, qui est cornélien. Parce qu'il y a des produits sur lesquels l'État peut réguler, je parle des produits hydrocarbures, etc. Mais il y a des produits sur lesquels l'État ne peut pas imposer aux commerçants. Donc, il y a des fluctuations qui sont liées aux aléas économiques, à des contingences économiques. Mais la malhonnêteté des commerçants, ça quand même on peut gérer cela. Et il faut, une fois pour toutes, et ça c'est pas seulement l'État qui doit le faire. Les marabouts passent tout leur temps en train de faire des prêches. Mais vous avez des commerçants qui sont presque sans cœur, insensibles. Le sucre, vous allez voir combien cela va coûter cette année. Déjà, ça coûte cher avant même. Mais alors, au début, vous allez voir comment ça... C'est-à-dire que, je suis désolé de le dire, nous sommes en train d'accueillir ce mois béni de Ramadan pour qu'il vienne. Mais nous savons que nous allons souffrir. Pourquoi? Parce que des commerçants malhonnêtes vont se remplir les poches pendant ce mois-là sur nos petites bourses. Et donc, vraiment, moi, je trouve que c'est une situation... Et il faut qu'on trouve un moyen... Bon, il y a des négociations déjà entre les commerçants par rapport à d'autres plateformes, une autre plateforme éducative avec le gouvernement. Mais enfin, cette question de la cherté de prix, il faut que dès maintenant... L'État pense, oui, qu'on puisse la gérer. Parce que je vous assure, nous, en tout cas, on ne va pas pardonner aux commerçants malhonnêtes. Non, il faut que ça soit clair. Hein. Oui, Hassan Baka, rapidement. Non, ce que je veux dire, les commerçants, ils veulent faire du bénéfice.
Ça a toujours été comme ça, la loi. Sauf si on a une barrière morale qui fait qu'il y a des choses qu'on ne ferait pas au nom de la religion ou d'autres. Donc c'est à l'État de garantir l'accès des citoyens aux produits de première consommation. Et là, si l'État laisse faire, ce ne serait pas seulement la faute des commerçants malhonnêtes, comme le dit Gary, ce serait la faute de l'État, parce que l'État doit assurer le droit à l'alimentation, le droit à l'accès des citoyens à un certain nombre de produits. Donc, je pense que la solution, on l'attend beaucoup plus de l'État que d'une dimension morale ou d'une bonne volonté des commerçants. Justement, alors, Ousseini, l'État donc doit garantir à toute la population le droit à l'alimentation. Quelle devrait vraiment être la part de responsabilité? En quoi faisant même pour le rassurer? Bon, malheureusement, Nafissa, je n'ai pas l'impression que l'État a l'intention de faire quelque chose dans ce secteur. Pourquoi? Il y a quelques semaines de cela, j'ai suivi une communication du ministre du Commerce par rapport à cette flambée des prix. Par rapport aux denrées de première nécessité et à haute consommation, voilà ce qu'il dit. C'est la loi de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que eux, ils n'ont pas la possibilité de s'ingérer dans cette situation-là. Tout ce qu'ils peuvent faire, quelque part, c'est de faire des opérations de vente de céréales à prix modéré, oui. De distribution gratuite aux couches vulnérables, et ainsi de suite. Voilà un peu les mesures c'est ciblé, et ça, cette opération est ciblée. Oui, parce que bon, le plus souvent, quand on fait ce genre d'opération, bon, on sait bien comment ça se passe. Même ces opérations-là, quand on dit vente à prix modéré, mais il faut disposer d'un peu de ressources financières pour pouvoir accéder même, n'est-ce pas? Alors, les produits de grande consommation, on peut compter le sucre. Le sucre dont le carton coûte déjà 31 000 francs actuellement. Avant même que le ramadan Oui, le carton de sucre, le paquet de sucre coûte 1 300. Et d'ici là, il faut peut-être envisager que ce carton-là va atteindre 35 000. N'est-ce pas? Alors, il y a l'huile. J'ai un peu observé la tendance haussière de l'huile. 6 000, voilà. 500 huiles. Au départ, en début, jusqu'à la mi-janvier, le litre d'huile faisait autour de 700-800 francs. Aujourd'hui, le litre d'huile tourne autour de 1400, 1300, 1400. Bon, je parle sous ton contrôle. Oui, sur le marché, c'est comme ça. Oui, effectivement. Alors, les 5 litres sont 6 500, voire 7 000 même. Quand un gouvernement se met dans une posture de considérer que, et voilà la situation telle que se présente, c'est la loi de l'offre et de la demande, ça veut dire qu'il y a déjà un désistement. Chacun n'a qu'à se débrouiller, ce n'est pas une obligation. Laisse-moi finir bas. Il n'y a pas que ça. Oui. Le gouvernement va dire, pour expliquer, justifier cette hausse des denrées, il dit qu'il y a la situation de Covid qui a fait qu'au niveau des frontières, il y a des difficultés. Oui. Et il dit qu'il y a eu une mauvaise campagne agricole, n'est-ce pas? Qui a impacté sur la production. Il s'est érigé, quelque part, il s'est érigé en défenseur des commerçants. C'est ça que j'ai senti un peu dans cette communication-là. Ensuite, il dit que, bon, voilà, il y a des pays qui ont décidé que leurs produits alimentaires ne soient plus exportés en direction du Niger, sans explicitement dire quels sont ces pays qui ont dit que les produits ne peuvent pas venir. Donc, en gros, Alors, on est dans une situation où, quand on dit ce que peut faire l'État, moi je pense que l'État n'a pas l'intention de faire quelque chose. Parce que ce que vient de dire Abba, normalement, il faut créer un système de régulation. Parce que dans tous les cas, moi je ne crois pas à ces rencontres où on appelle les commerçants, le ministre du Commerce va venir s'asseoir, ils vont papoter entre eux, ils vont prendre des engagements par-ci, par-là, mais ensuite on constate qu'il n'y a rien qui change, n'est-ce pas? Moi je dis, l'État doit prendre son bâton pour taper, pour fixer des plafonds, n'est-ce pas? Parce que tant qu'il n'y a pas de plafond, le problème, c'est que quand ça va commencer, avant la fin du jeûne, c'est qu'il y a des produits que les gens ne peuvent même pas prendre, acheter. On est dans cette tendance-là. Quand on dit que la loi de l'offre et la demande, on ne peut pas dans un pays où les revenus des populations sont carrément... moi, je ne peux même pas parler. C'est tellement insignifiant que, à l'allure où vont les choses, même le repas quotidien, un repas par jour, ça va être difficile dans certains... Oui, mais rapidement, est-ce qu'il y a je sais pas, des alternatives de solutions pour les consommateurs, pour vraiment leur permettre de supporter... Attends, c'est quoi l'alternative par rapport au sucre? Non, pas au sucre, surtout les produits. Mais surtout ça, c'est à l'État d'agir. Oui. Supposons que l'État dise, nous sommes un pays libéral et qu'on n'agit pas sur l'offre et la demande. Est-ce que l'État est prêt à renoncer aux taxes? Voilà.
Les taxes contribuent à renchérir les prix des produits. Donc, regardez les pays ultralibéraux. J'ai vu récemment en Europe, certains pays disent, avec la guerre en Ukraine, le carburant coûte cher. Vous renoncez à une partie des taxes. Ça va permettre que ça rabaisse le prix. Est-ce que l'État, s'il considère qu'il est extrêmement libéral et qu'il tient au libéralisme, donc il n'agit sur rien, est-ce qu'il est prêt à renoncer à ces taxes? Puisque les citoyens sont en droit d'attendre cela de la part de l'État. Et n'oublions pas, là aussi on l'a rappelé, la campagne agricole a été mauvaise. Donc, au-delà du Ramadan, l'accès aux produits de première nécessité devient quelque chose d'extrêmement difficile dans ce pays-là. Donc, on espère donc que des solutions soient trouvées vraiment pour faciliter. Oui, Garé, rapidement. Qui va chercher les solutions? L'État. Pour alléger la souffrance des quand l'État décline déjà sa position. Il prend parti pour les... Il prend parti pour les commerçants. C'est pas que... En fait, moi j'ai compris la communication du ministre, parce qu'il a parlé de... C'est vrai, il n'a pas cité de pays, mais on sait que le Bénin a interdit la sortie de certains des produits de son territoire. On sait que le Bénin fait partie. Mais enfin, le problème c'est que l'État n'est pas aussi dans une jungle. C'est-à-dire que pour que l'État puisse agir, il faut qu'il y ait une loi sur la base de laquelle l'État peut travailler. L'État ne peut pas, du jour au lendemain, décider, bon, écoutez, non, le sucre, c'est ça. J'ai décidé le sucre. Non, c'est pas comme ça. Nous allons donc clôturer ce sujet. On espère que des solutions soient trouvées au bonheur des consommateurs. Nous allons passer au deuxième point de ce forum. Alors, des anciens travailleurs, comme je le disais, des anciens travailleurs nigériens de la société Orano, ancien Areva, qui exploite l'uranium à Arlit, ont porté plainte contre X en France ce mois de mars pour homicide et blessure involontaire. Selon Hassan Souley, l'un des plaignants, cela fait suite à la diffusion d'un film documentaire du journaliste français Martin Boudot titré L'uranium de la colère. La production en question révélait que ces anciens miniers ont été exposés à une importante radiation. Joint au téléphone par le studio Kalangou, Hassan Souley explique les contours de cette plainte. Il est interrogé par Tarnan Foudey Ahmed. On l'écoute. Orano savait bien que année plus tard, il y aura des catastrophes. Et les catastrophes, elle est en train d'y être. Les gens meurent du jour au lendemain. Nous avons eu la visite d'un Martin Boudot, un journaliste d'investigation. Il a fait le prélèvement des cheveux. Ils sont partis en France avec ses chevelures. Tout le monde est radié, tout le monde est malade. Beaucoup d'entre eux, même aujourd'hui, sont décédés. Il n'y a jamais eu un Nigérien déclaré maladie professionnelle pour un dédommagement. En 2009, Sherpa, médecins du monde, à Orano, ils ont arrêté de dédommager les anciens miniers du Gabon et du Niger. Et le Goudé, un ancien minier de Gabon a été dédommagé. Et en plus, un ancien minier de Cominac qui a été encore dédommagé. Et jusqu'ici, un Nigérien n'a jamais été dédommagé. Donc maintenant, nous, on a porté plainte contre X. Nous voulons cette transparence par-dessus le marché. On a confiance à la justice. Surtout à la justice française, c'est là où on a confiance. Ce qui est beaucoup important, il y a même des veuves des anciens miniers français qui sont dans notre lutte encore là-bas en France. C'était là donc l'un des plaignants, Hassan Souley, sur la plainte déposée contre X en France sur la situation de ces anciens miniers. Alors, Ousseini Issa, quelle réaction après écoute? Oh, mais quelle réaction? C'est un drame silencieux qui a cours pratiquement. Imaginez que l'exploitation de l'uranium, je veux dire, ça a commencé depuis la décennie 70. Oui. Bon. Quand on doit peut-être essayer de voir entre ceux qui ont commencé déjà à travailler dans des conditions précaires au tout départ, qui sont certainement tous partis aujourd'hui, et ceux qui sont mis dans les conditions progressivement, quand je parle de conditions entre griffes, c'est-à-dire pour un peu éviter, comment dirais-je, les risques de contamination ou réduire les risques de contamination, c'est insignifiant. C'est insignifiant au regard, parce que ce monsieur Hassan Souley, moi je l'ai interrogé aussi. Je suis en contact avec lui, je sais de quoi il parle. Il m'a même envoyé une liste d'anciens miniers qui sont décédés de diverses maladies. Oui. Il y a un avec qui je me suis entretenu qui est à Tessawa actuellement, qui est devenu aveugle. Il en souffre. Parce qu'il a travaillé pendant 21 ans à fabriquer l'acide sulfurique. Dans l'usine, c'était lui le chef de secteur. Production, comment on appelle? C'est une réalité, les pathologies. Moi, je l'ai appelé, je suis en contact avec lui parce que je me suis intéressé à son dossier parce qu'il a gagné son procès contre Areva, contre la Cominac, depuis pratiquement 2014. Et jusqu'à cette date, ça fait 8 ans, il n'a pas été dédommagé. Alors que la justice, le tribunal de travail à Arlit a condamné la Cominac
La Cominac a refusé, le conseil de la Cominac a fait appel à Zender, à la Cour d'appel. La Cour d'appel a confirmé, comme avait dit, le jugement en première instance. Mais jusque-là, aucun dédommagement. Jusqu'ici, on cherche à le traîner, on cherche à trouver jusqu'à ce que... Alors qu'il a perdu la vue, on l'a même évacué d'abord à Niamey ensuite. C'est pour dire un peu la situation, parce que c'est un peu le journaliste, comment dirais-je, scientifique français qui est venu, il a voulu réaliser un film. Maintenant, pour voir un peu l'ampleur, parce que bon, les gens meurent comme ça, on ne sait pas, de quoi il s'agit. On ne cherche pas à savoir. Investiguer pour savoir. Quand au niveau de leur, comment avait dit, de leur centre de santé là-bas, même quand on décèle une maladie mortelle, on ne dit pas à la personne, on crée des conditions pour que... Voilà un peu comment se présente la situation. Et je vais dire, moi, je me plains surtout de l'État. De l'État. Pourquoi? Non, mais pourquoi? Pourquoi? Vous voyez, la dernière fois, quand ils ont épuisé la mine de la Cominac, ils ont ramassé leur clic et clac, ils sont partis. Ils ont dit ce n'est plus rentable, on s'en va. On ne va plus continuer à injecter de l'argent. Mais comment l'État peut se permettre encore? Parce qu'il y a Imouraren, peut-être quand ils vont décider de mettre ça, ça va faire les mêmes dégâts. Effectivement, oui. Il faut revoir les clauses et tout. Par rapport même aux agents qui travaillent et tout, les conditions dans lesquelles ils travaillent, tout ça. On ne peut pas continuer parce que c'est des gens qui meurent, qui laissent des veuves, des enfants et tout. Et moi, je pense que la lutte qui est en train d'être menée en France, parce que c'est là-bas ça peut aboutir. C'est pas, Orano ne peut rien contre la justice française. Ils vont peut-être condamner Orano à leur verser des dommages. Justement, cette plainte, elle vient s'ajouter à plusieurs autres déjà. Mais vous, Garé, pensez-vous que celle-ci aura la chance d'aboutir? Ah oui, bon, bien sûr, parce que bon, c'est un combat noble. Ça, vous savez, la souffrance des travailleurs de la Cominac, c'est déjà une chose. Mais est-ce que vous avez, une fois, supposé la souffrance des habitants d'Arlit, qui est une ville minière qui a été créée? Ils étaient exposés. Moi, je suis parti à Arlit. Quelqu'un m'a dit, écoute, tu prends un peu d'eau et puis tu verses sur le sol, tu vas voir, le sol devient rouge. Vous avez fait l'expérience? Oui, le sol devient rouge. J'ai dit, mais c'est quoi? Il dit non. Il dit la radiation là. Il dit en réalité, tout Arlit est malade en fait. Est-ce que vous comprenez? Les gens sont malades à différents. Les enfants naissent avec des problèmes respiratoires, etc. Oui. C'est-à-dire que c'est quoi? C'est un scandale. Et c'est pourquoi je suis d'accord avec Ousseini. Même s'il faut arriver à ouvrir Imouraren, il faut qu'on revoie les clauses environnementales, sanitaires et les dédommagements. C'est-à-dire que tout travailleur qui meurt au niveau de Imouraren, il faut que il soit dédommagé conséquemment parce que sa descendance va subir les conséquences de tout cela. Donc vraiment, c'est un travail. J'espère que leur combat va être... En tout cas, je suis sûr que les structures comme Survie vont appuyer vraiment cette plainte-là et faire en sorte que William Bourdon, même qui est un avocat exceptionnel, va certainement appuyer pour que cette plainte-là puisse aboutir afin que ces travailleurs-là soient mis dans leurs droits. Effectivement, parce que la plupart de ces travailleurs, on le sait aujourd'hui, ils sont atteints de diverses pathologies. Et d'aucuns disent que l'État devrait leur être redevable en leur assurant un suivi médical. Vous, Hassan Boukar, qu'en pensez-vous? Qu'en dites-vous? Oui, moi je suis d'accord. La première responsabilité, c'est celle de l'État du Niger. C'est quand même l'État qui a signé le contrat, qui a fait venir ces sociétés-là. Donc l'État devait prendre un minimum de mesures pour sécuriser ces citoyens nigériens. Ils se battent presque. Il y a des années où quand même le syndicat de ce secteur-là était suffisamment solide. Ils savaient se faire entendre. J'ai l'impression que, en tout cas, je n'ai pas l'impression qu'ils sont encore aussi solides. Voilà, un syndicat comme le Centramine, ils se sont battus pendant des années. Ils ont montré qu'ils savaient se faire entendre. Je ne sais plus ce qu'il en est aujourd'hui, mais c'est bien qu'à la faveur d'un film produit par un journaliste aujourd'hui que ça relance le dossier. Je pense que il y a peut-être 2 ou 3 ans, une Nigérienne aussi qui a produit un film, La colère dans le vent, Amina Weira, la jeune réalisatrice, donc, qui montre aussi justement comment les gens souffrent, pas seulement dans les mines, comme Garé l'a dit, mais à Arlit, autour de l'exploitation. Là, aujourd'hui, en France et dans certains pays, on rediscute du nucléaire. Les gens se projettent dans un avenir où ils vont encore faire recours au nucléaire. Dans des pays comme le nôtre, il faut bien qu'on tire les leçons. Et je pense qu'une des choses qui fait que les travailleurs sont livrés à eux-mêmes, il y a la faute de l'État. Je pense que l'opinion n'a pas aussi beaucoup aidé. Une ONG comme Agriman, une ONG comme Agriman qui a travaillé pendant des années. Mais je pense que
sur la question de la faune, sur la façon dont l'uranium a impacté l'accès à l'eau dans cette région-là, les zones d'élevage. Je pense que ça devait faire en sorte qu'au sein de l'opinion, on doit travailler davantage. Il fut un moment où on l'entendait un peu de la société civile, Rotab, Alternative, je l'ai entendu un moment, les médias aussi faisaient. Mais j'ai l'impression que finalement, toutes ces choses, on les a abandonnées et les travailleurs se sont retrouvés presque seuls face à eux-mêmes. Sinon, aujourd'hui, il y en a, je ne sais pas, 10 ou 20, une dizaine peut-être qui portent plainte en France, mais c'est toute la région aujourd'hui qui est affectée. Et c'est l'État du Niger qui devait porter plainte aujourd'hui, l'État du Niger. Mais on le sait, à la lumière de ce que Hussein a dit, dès qu'il s'agit de la France, tout le monde recule. Parce que derrière Areva, on voit la puissance française. Ça aurait pu être Dangote Ciment, peut-être qu'on aurait porté plainte, mais c'est Areva et c'est la France. Donc, à mon avis, c'est l'État du Niger. S'il ne porte pas plainte lui-même pour tous les préjudices causés, il devait au moins agir pour protéger les citoyens qui sont engagés. C'est quand même un produit toxique, l'uranium. C'est quand même toxique. C'est ce que je veux dire. Parce que je n'ai pas fini de raconter mon histoire par rapport à ce monsieur. Vous savez, quand il est devenu aveugle, on l'a envoyé jusqu'à Abidjan. Là-bas, on a fait le constat qu'il est définitivement aveugle. Quand il est revenu, parce que le médecin lui a donné une lettre à remettre au médecin traitant ici. Et quand ils ont constaté, ils font quoi? Ils disent, vraiment, ils ont trouvé un mécanisme pour pouvoir se débarrasser de lui. On dit, il y a une liste qui est sortie des agents qui veulent aller au départ et qui a son nom. Alors que c'est un licenciement à caractère économique. Voilà comment ils ont fait pour se débarrasser de lui, en lui jetant 10 millions et puis 300 000 pour se soigner. Pour se débarrasser de lui, donc... Alors, c'est pour montrer un peu. Il y en a plein. Bon, lui, c'est parce que tout simplement, sur le tard, il a été conseillé. Les autres, au niveau localement à Arlit, ils l'ont aidé. Il a monté un dossier, il a attaqué. Il a attaqué parce qu'il s'est retrouvé dans une situation où il se retrouve avec 14 enfants, sans ressources. Et sans possibilité de travail. Et quand il a introduit avec tous les éléments, les pièces et tout, on lui a donné raison. Maintenant, il attend le paiement, ça fait 8 ans. 40 millions. On ne va pas me dire que la Somalie ne veut pas verser 40 millions de francs. Et il n'est pas le seul dans cette situation. Mais il n'est pas. C'est son cas que moi je connais, mais il y en a plein d'autres. Mais au-delà des travailleurs, toute la population... Ça pose un problème sur l'exécution des décisions de justice. L'État devait le garantir. Voilà, jusqu'ici. Et c'est toute la population de la région. C'est toute la population qui est concernée. Parce que le vent de poussière, tout ça, ça se dépose dans les chambres, les matériaux de construction, souvent, c'est des matériaux qui viennent des usines et tout. Et ça, c'est des effets à petit feu que les gens sont en train d'être malades. Et quand ça se déclenche, on ne peut rien faire. C'est la mort. Malheureusement, l'État ferme les yeux. La preuve, quand la Cominac ou la Somalie, la Cominac a décidé de fermer, parce qu'ils ont décidé unilatéralement, ils disent que la teneur n'est plus bonne. On ne peut plus continuer à mettre de l'argent. Est-ce que l'État a fait une quelconque résistance? C'est eux qui ont décidé du schéma. Quand est-ce que nous allons fermer? Ils l'ont fait, on va dédommager les montants. C'est eux qui ont décidé du montant à remettre aux anciens travailleurs et tout. Et ils s'en sont tirés à bon compte. Mais tous ces travailleurs-là qui ont quitté, il y en a beaucoup qui sont malades. Les 50 millions qu'on leur a donnés, ça va servir à quoi? À monter quel type d'activité? Survivre pendant encore combien de temps? C'est ça. Et le principal fautif, c'est l'État. Moi, je n'accuse pas. Ils sont venus pour faire des affaires. Ils ont fini avec la Cominac. Ils ont décidé de se retirer. Quand la Somalie aussi va être épuisée, ils vont s'en aller. Alors, vivement donc que l'État revoit donc la situation de ces anciens miniers. Oui, ce que je voulais dire, c'est que vraiment, cette affaire-là, elle doit servir de leçon pour que les prochains contrats qui vont être signés pour les autres mines, parce que c'est pas Kimuraren en fait. C'est un gros scandale géologique en réalité, on le dit, il y a de l'uranium un peu partout, du pétrole un peu partout. Mais c'est-à-dire que faire en sorte que les nouvelles clauses puissent permettre de protéger les travailleurs. Mais vous savez, les relations entre pays, c'est compliqué.
Voilà, nous ne sommes pas dans le cadre de la gestion du pouvoir, on a l'impression que c'est simple. Mais la relation entre pays, c'est très compliqué. Alors c'est pourquoi l'importance de la société civile et des structures comme qu'il a cité Aguiriman et consorts, Al-Mustafa Alassane, est importante, oui, pour permettre à ce que des plaintes comme ça puissent aboutir. Maintenant, le rôle de l'État, c'est vraiment de voir, en tout cas de faire en sorte que les travailleurs, en tout cas leurs conditions de vie et leurs conditions de survie puissent être vraiment les plus respectables, bien sûr, tout en préservant les intérêts du pays aussi dans le cadre des relations bilatérales. Ça, c'est clair et net. Vous comprenez? Nous allons donc marquer une petite pause avant de poursuivre ce décryptage. Sujet environnement, pour clôturer ce forum de la presse de la région de Difa, les autorités départementales de Gingimi ont trouvé le samedi dernier le cadavre d'un éléphant abattu sans ses deux défenses, selon le directeur départemental de l'environnement de Gingimi. Après investigation, 6 personnes soupçonnées de braconnage ont été interpellées. Hassan, quel est votre sentiment à propos de cette situation et bien d'autres cas de braconnage, même sur des espèces protégées? Bon, je pense que, par exemple, les espèces protégées, il faut aussi expliquer, il faut sensibiliser les gens. La notion, je ne suis pas sûr que tout le monde comprend la notion d'espèce protégée. Je ne suis pas convaincu pour les gens. Il y a un animal sauvage qui arrive. On peut bel et bien l'attraper, l'abattre sans... Voilà, donc ce qui fait qu'il faut vraiment expliquer. Il faut bien que les services dont le rôle est de protéger ces espèces-là puissent avoir les moyens d'agir et tout ça. Sinon, j'imagine, dans cette zone du lac Tchad, une biche, un éléphant, mais pour les gens, c'est un animal sauvage qui n'appartient à personne. Donc, je pense que les notions d'espèces protégées, menacées, en voie de disparition, il faut bien expliquer, sensibiliser l'opinion. Même dans des parcs aujourd'hui, c'est quand même difficile de protéger, comme on le voit ailleurs, certaines espèces. Et donc là, à l'état sauvage, évidemment, c'est extrêmement difficile. Et donc, pour moi, c'est une alerte. Il faut bien que les gens prennent en compte ce qui est arrivé pour que des mesures soient prises. Il faut que les services qui sont là soient très vigilants. Donc, c'est bien ça qu'il faut faire. Là. Et surtout là, si on retrouve les défenses sans les défenses, donc ça veut dire que c'est des gens qui connaissent bien la valeur. Les défenses ont été ça veut dire que c'est peut-être des gens habitués à chasser les éléphants pour leur défense. Donc, parce que un peu partout en Afrique aujourd'hui, le trafic des éléphants est lié justement à la valeur de la défense. Donc, c'est peut-être des gens bien organisés qui connaissent bien, qui savent bien ce qu'ils font et qu'ils s'en prennent justement pour la défense. Donc, à mon avis, il faut que les services soient vigilants pour qu'ils puissent agir et protéger ces espèces. Oui, selon donc le directeur départemental de l'environnement de Gingimi que le studio Kalangu a interrogé, ces 6 personnes qui ont été interpellées risqueraient 2 à 6 ans de prison et une amende de 40 000 à 4 millions de francs CFA. Vous, Garek, pensez-vous que ces sanctions suffisent à elles seules pour mettre fin à ces pratiques? Surtout pour ces cas-là, moi je trouve que la sanction est un peu légère. Parce que comme l'a dit Abba, ces gens-là, ce sont pas... Vous savez, il y a 2 catégories de population. Il y a celles qu'il faut sensibiliser parce qu'elles ne savent même pas qu'il y a une loi qui protège. Si tu chasses un éléphant, si c'est pour manger, on peut dire que tu ne savais pas. Parce que tu cherches juste à manger, comme il a dit, dans la brousse, voilà, on tire une antilope et puis on mange, ça vient, voilà. Mais celui qui enlève les défenses, c'est quelqu'un qui connaît, qui sait qu'il y a une loi et qui sait que il y a des gens qui achètent ça très cher. Qui connaît les valeurs, Et donc, ce gars-là, lui, on ne doit pas lui être indulgent à son égard. Si les habitants avaient dépecé l'éléphant, ils l'avaient mangé, bon, personne ne trouvera, on va dire, ah oui, ils avaient faim, c'est normal. Parce que la viande de l'éléphant, ça se mange. C'est dur à cuire. La cuisson est dure, ça peut faire 1 journée, 2 journées, mais ça se mange. Mais là, on a vu un éléphant on lui a enlevé les défenses. Et donc, c'était un acte de braconnage pur et dur. Il faut renforcer la loi contre le braconnage. Tant que c'est pour faire 2 ans, 3 ans sortir de prison, je vous dis que les gens, ça ne va pas s'arrêter. Il faut mettre parce que il faut qu'on fasse comprendre aux gens que si tu tues une girafe, tu peux faire 30 ans de prison. Si tu tues un éléphant, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Il faut renforcer cette loi-là. Et quand on la renforce, il faut sensibiliser les populations, effectivement, comme Abba l'a dit, pour qu'elles sachent qu'il y a une loi qui a été rendue encore plus dure
pour ceux qui s'évertuent à vouloir chaque fois chasser ces animaux-là que nous sommes en train de protéger. Nous avons les derniers éléphants, les dernières girafes d'Afrique pratiquement, en tout cas du Sahel. Nous avons cette chance-là. Et donc moi, ça m'a fait beaucoup de peine quand j'ai vu ce téléphone-là qu'on a tué uniquement pour ses défenses. L'année dernière, c'était une girafe. Oui. C'est un spectacle horrible. Il n'y a pas que l'éléphant, toujours même dans la région de Difa, les services de l'environnement de la région ont procédé également la semaine dernière à l'arrestation d'un braconnier de python. Toujours dans le département de Guingimi. Et selon même les mêmes sources, l'individu serait un spécialiste de l'abattage des pythons. Alors vous, Monsieur Ousseini, que pensez-vous? Comment expliquer vraiment la recrudescence du braconnage au Niger? C'est un élément, j'ai suivi, je crois, sur RFI ou quelque chose comme ça, où on a appréhendé le monsieur avec la cuir, la peau de python, au moins une valeur de 27 millions, quelque chose comme ça. 500 peaux, je crois. 500 peaux qui faisaient autour de 27 millions. Bon, mais bien évidemment, on comprend que ce n'est pas des populations, parce que si les gens, c'est pour aller manger, ils n'ont rien à foutre avec la peau. C'est des braconniers qui sont spécialistes, comme l'a dit Abba, qui cherchent parce qu'ils savent, qu'ils connaissent la valeur de la peau. Ça sert à faire des cuirs, des chaussures de qualité et tout et tout. Ce n'est pas pour la viande. Ils dépècent, ils enlèvent la peau, ils laissent la viande. Bon, certainement, ce n'est pas des amateurs, ce n'est pas des populations, ça peut être des gens qui viennent même d'ailleurs, qui franchissent la frontière, qui viennent, qui connaissent un peu les zones où on peut trouver ce genre d'espèces, ils posent les actes et puis ils s'en vont. Alors, comment peut-on, et n'oublions pas que c'est une zone un peu aujourd'hui, une zone d'insécurité. Depuis pratiquement 2015, c'est une zone où c'est un peu compliqué. Ils profitent de cette situation pour venir s'adonner parce qu'il y a des zones où les populations ont quitté. Oui. Et ces braconniers peuvent venir, ils peuvent braver, prendre des risques pour venir. Voilà un peu moi comment j'explique les choses. C'est des zones certainement parce que l'éléphant ne va pas se hasarder dans la zone où on l'a trouvé pour que les populations puissent s'en prendre, en tout cas à ce mastodonte-là. Comme les pythons aussi, il faut être en tout cas connaisseur pour pouvoir chercher des pythons. Ça ne peut pas être n'importe qui. On est dans ce schéma-là. Maintenant, comment faire? Les services forestiers, est-ce qu'ils ont suffisamment de moyens dans une zone comme ça où à tout bout de chemin, c'est l'insécurité. Vous pouvez, il y a des zones qu'ils ne peuvent pas contrôler. Dans tous les cas, ils sont assimilés aux forces, aux poctocs de tenue. C'est des poctocs de tenue. Et ils deviennent des cibles aussi pour les voilà. On a même des difficultés pour sécuriser les populations. Ça va être compliqué de pouvoir dire qu'on peut mettre des mécanismes pour sécuriser dans ces zones-là, y compris dans la région de Tillabéri, pour pouvoir sécuriser les espèces en voie de disparition. C'est compliqué. Oui, surtout que les braconniers, ils n'évoluent pas en groupe. Ils sont intelligents, vous comprenez? Par exemple, le gars qui chasse le python, là, c'est pas n'importe qui. Parce que pour chasser le python, il faut d'abord savoir détecter là où se trouve le python, comment l'attraper, etc. C'est pas quelqu'un de... c'est pas un novice. Et donc, la quantité. Moi, je vous dis une chose extrêmement importante. C'est-à-dire que dans cette affaire-là, c'est l'État qui a failli. Pourquoi je dis que l'État a failli? Et actuellement, là où je suis, je ne connais pas exactement quels sont les animaux qui sont protégés. Oui. Donc la communication devrait... C'est-à-dire sensibiliser, faire des communications dans toutes les langues, citer les animaux en mettant leurs images, parce que les gens du village, ils connaissent ces animaux sauvages-là. C'est eux qui les voient. C'est interdit, ça là c'est interdit. Celui qui fait ça, voilà. Et puis voilà pourquoi il faut les protéger, parce que c'est ça qui permet... Il faut expliquer. Et donc l'État a failli, durant toutes ces années-là, tous les ministères de l'Environnement qui sont succédés, ils n'ont pratiquement pas fait quelque chose pour faire en sorte que la population puisse comprendre normalement la quantité les types d'animaux qui sont protégés et ce qu'il faut faire. Donc l'État a failli et il faut remédier à cela. Franchement, si on ne fait pas ça, eh bien cette situation-là va continuer à se dégrader. Oui, sinon, aujourd'hui, on parle d'éléphants, mais avant de parler d'éléphants dans cette zone, ce qu'il y avait en grand nombre, c'était les biches. Quand vous quittez cette zone de Guinée jusqu'en Mauritanie, vous avez des biches, des outardes. Aujourd'hui, et ça fait pas longtemps, ça fait pas très longtemps, en tout cas, j'ai fait ce tour de Guinée jusqu'en Ngouti, vous ne rencontrez plus les biches, ça a disparu. Mais c'est ça, c'est à Agadez aussi, il y a un autre animal qui est victime de braconnage, c'est le caracal.
Le caracal ou le lynx du désert, qui est d'ailleurs classé en préoccupation mineure Je sur pense la que liste rouge de l'Union internationale. Donc, ils sont en nombre, les animaux, les espèces rares qui font objet de braconnage. Il faudrait... Pourquoi cette campagne de sensibilisation est extrêmement importante? Vous avez... Il y a des habitants qui vous disent que les militaires en brousse, ils s'en donnent à cœur joie. Ah non, donc, ah oui, oui. Ah oui, oui. Ah non, non. C'est-à-dire, donc, c'est bien ça. Mais bien sûr, c'est les militaires qui chassent les biches. Donc, cette sensibilisation-là, c'est non seulement à l'endroit des populations, mais à l'endroit des militaires aussi. Pour leur dire, écoutez, mais c'est vous d'abord qui devez savoir que ça soit... Mais quand on tue les biches, on fait sécher la viande, on met dans des sacs. C'est pour la consommation. Enfin, oui, même si c'est pour la consommation. Non, il y a des espèces qu'il faut protéger pour qu'elles se développent avant qu'on commence à pouvoir les manger. En tout cas, parce que ça fait la richesse de la nature. Mais bien sûr. Donc, et vous avez en plus ceux qui s'aggravent encore, ceux que même les terroristes, bon, ça on ne peut pas les contrôler parce que pour les contrôler, il faut qu'on les maîtrise. Mais eux-mêmes, ils font du braconnage. Vous avez même les terroristes qui sont aujourd'hui dans le parc W. Vous imaginez le nombre d'animaux qui sont en danger, les dégâts qu'ils peuvent commettre, ces gens-là, menacés, au sein du parc W. Donc, d'où encore, là où je retombe, la nécessité de mettre en tout cas en place des opérations au sein du parc W qui aura une double importance. Protéger la faune, protéger l'environnement et puis éradiquer cette vermine-là qui est en train de tuer les populations. Oui. Alors, Hussein, vous, pour terminer, quelle autre proposition pour vraiment conserver ces espèces rares qui font la richesse de la nature? En fait, il faut sensibiliser, mais moi je me pose la question. En réalité, le paysan qui est là, qui mange la viande peut-être une fois ou deux fois, ou peut-être le mois. Non, lui ne menace pas. Lui ne menace pas. Voilà, lui ne menace pas. Ce sont ceux qui font un usage commercial qui menace. Oui, c'est ça que je suis en train de dire. Ils prélèvent juste un peu pour manger. Pour manger, voilà. Mais il y en a qui vont, qui remplissent des ils font camions. un abattage. Des camions, des véhicules remplis de biches. Et il ne paye rien. Alors que les paysans, lui, il va dans son champ, il tend son piège, ça prend un. Il est tranquille pendant un mois. Voilà, lui ne menace pas. Mais maintenant, c'est une consommation ceux qui s'adonnent à ça, ceux qui s'adonnent à ça, il faut se dire une chose. Ils sont insensibles à toute forme de communication. C'est leur business. C'est leur business. Et c'est la loi qui doit être ce n'est pas la sensibilisation qui va les amener à dire, bon, je vais arrêter telle activité pour m'adonner à telle autre activité. Ils vont vouloir faire en fraudant. C'est pour ça qu'on les appelle des braconniers. Bien sûr. Parce que bon, la chasse même, c'est réglementé. Voilà, il y a des périodes où il faut chasser, il y a des périodes où c'est fermé. Mais aujourd'hui, des gens, ils s'élèvent, ils vont se braconner, ils n'ont pas besoin de venir prendre un permis. Parce que par espèce, voilà le montant que tu dois venir verser au service, comment dirais-je, des eaux et forêts. Mais ils vont en brousse, ils prélèvent, tout, en tout cas, ils tuent sans discernement et ils ramènent. Et il ne faut pas perdre de vue que, bon, quelque part, une période donnée, l'État même a encouragé ça quand on voyait les princes qui venaient. Voilà là où je voulais en venir. Qui venaient, c'est là où je ils voulais ont même des réserves de chasse dans le pays qui venaient prélever pendant 3 mois, 4 mois. Des espèces rares pour repartir avec. Voilà. C'est ça même. Ça a contribué quelque part à faire disparaître. On les a laissé faire ce qu'ils veulent. Voilà, il faut donc interdire. Beaucoup reste à faire vraiment autour de cette question. Non, il faut même interdire l'arrivée de ces princes-là pour venir chasser. Il faut interdire cela. Parce que ces gens-là, ils viennent avec des gros camions, avec des... On ne sait même pas combien le nombre non, il faut arrêter ça. Avec lesquels ils repartent. Et ça, il faut que les structures de défense de l'environnement se mobilisent dès maintenant. Il y a des pays qui ont développé toute une politique autour de ça. Par exemple, toute une politique touristique autour de cette faune, de la diversité, etc. C'est toute une politique que les pouvoirs publics peuvent développer. Mais aujourd'hui, regarde les loutardes, tous ceux qui avaient l'Autriche, ces princes-là du Golfe, ils ont tout décimé. Je ne sais plus si ces espèces-là existent encore. Ils ont tout décimé. Tu sais, enfin, excusez-moi, vous savez ce que le problème, c'est quoi? Ce que même ces structures-là qui sont censées défendre l'environnement, le problème, c'est que dès qu'ils entendent qu'un prince arabe va venir, vous imaginez ce qui se passe. Donc on fait un communiqué, voilà, et puis voilà, le prince arabe vient, bon, et puis il est avec les pétrodollars, il ferme la bouche. Et ils ne disent rien. Et donc on est dans ce schéma-là, c'est-à-dire que les gens sont à un degré de comportement alimentaire tel que... Ça aussi, l'État peut l'empêcher. Mais l'État peut l'empêcher. Mais c'est l'État qui l'autorise de venir. S'il l'autorise, donc il peut empêcher. Il peut l'empêcher de venir. Il peut dire non, il n'y a pas de chasse. Voilà.
C'est ici donc que prend fin le forum de la presse. On espère donc que des solutions soient trouvées pour mettre fin à ce braconnage des espèces rares qui font la richesse de la nature nigérienne. Merci donc à nos invités. Nous étions avec M. Hassan Boukar, journaliste à la radio alternative. Merci d'être venu. M. Hussein Issa, journaliste indépendant. Merci à vous également. Et Gary Amadou de la Nation, du quotidien La Nation. Merci aussi à vous d'être venus. Merci chers auditeurs, auditrices de Studio Kalangou, chers téléspectateurs. N'oubliez pas le rendez-vous des jeunes samedi et dimanche dès 17h sur nos 52 radios partenaires avec l'actu des jeunes et tous à la FADA. Et à partir de 18h15, vous suivrez le forum en Hausa et Zarma les samedis et dimanches. La technique était assurée par Mustafa Ayuba, la régie vidéo Issa Lawali, à la modération. Je suis Nafissa Damsefo. Au revoir.